Salut les entrepreneurs en herbe. Alors, votre petite entreprise n'a pas encore poussé a priori, c'est pour ça que vous êtes là, mais je vais vous parler d'un sujet qui vient plus tard, qui est ce qui va se passer quand vous serez une vieille entreprise chenue, pour rester dans la métaphore végétale. Qu'est-ce qui va se passer quand vous serez proche de la retraite et comment faire pour ne pas être à la rue en tant que retraité entrepreneur? Il faut bien savoir que, je vous ai déjà expliqué, l'entrepreneur cotise moins qu'un salarié. Si l'entrepreneur cotise moins qu'un salarié, il a aussi moins de droits qu'un salarié. Et voilà, je ne sais pas si vous, moi j'ai connu des anciens qui étaient des anciens entrepreneurs, qui avaient une petite retraite. Souvent on dit ah bah oui, c'est une petite retraite, c'est qu'ils ont magouillé, c'est qu'ils ont fait que du black et donc ils n'ont pas beaucoup cotisé. Évidemment, ça existe, oui. Mais aussi, il y a le fait que vous cotisez peu par rapport à vos revenus en étant entrepreneur. Donc un entrepreneur qui gagne, on va dire 2 SMIC toute sa vie, s'il ne fait pas quelque chose de différent par rapport à cotiser simplement aux caisses de retraite, il va pas avoir une grosse retraite. Il va avoir quelques centaines d'euros de retraite. Et peut-être péniblement dépasser 1000 euros. Mais en tout cas, il n'aura pas une retraite qui correspond au train de vie qu'il avait avant d'être entrepreneur. Donc pensez-y si vous êtes freelance, si vous êtes entrepreneur d'une petite entreprise individuelle, si vous ne pouvez pas vendre votre business à la fin, alors comment vous allez vivre? Beaucoup de gens, effectivement, comptent sur le fait, justement, de vendre leur activité à la fin. Vendre son activité, ça peut être deux types de choses. Premièrement, vendre son entreprise, purement et simplement. Ou deuxièmement, vendre soit un fonds de commerce, soit une licence qui vous permet de faire le métier. Et quels sont les métiers où il y a un nombre de places limité qui fait que vous pouvez vendre votre licence, entre guillemets. Donc, je parle de licence parce que je pense aux taxis, et je prends l'exemple des taxis volontairement. Les taxis, c'est un métier où les licences se vendaient très cher. Vous pouviez payer 100, 150, 200 000 euros pour avoir le droit de monter une entreprise de taxi. Et quand Uber est arrivé, les prix des licences ont largement chuté. Donc le type qui était à deux doigts de la retraite, voilà, qui avait 60 ans, qui n'avait pas sa maison, etc., et qui comptait sur ses 150 000 balles pour se financer sa retraite, bah, il a dans le cul. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est la faute du beurre? Peut-être. Mais c'est aussi un peu de sa faute de ne pas avoir anticipé ça. Je dis pas ça méchamment, hein, je compatis. Mais vous, prenez les leçons de ce qui s'est passé. Parce que ça se passe toujours comme ça. À toutes les époques, il y a des gens qui comptent sur la vente de leur activité pour s'en sortir et qui n'arrivent pas à la vendre parce que leur activité disparaît, parce que leur usine brûle, parce que les Allemands envahissent le pays. Voilà, je vous parle de choses qui sont vraiment produites justement, ou parce qu'un nouvel acteur arrive et déglingue le marché, ou encore parce que l'activité qui était sous licence et donc qui avait une concurrence limitée ne l'est plus. Voilà, des fois, il y a des lois qui passent qui suppriment ce genre de choses. Donc si vous comptiez sur le fait de vendre cette activité-là pour vous en sortir, vous n'y arriverez pas. Un autre exemple, quelqu'un qui a un bistrot qui veut vendre son fonds de commerce, c'est-à-dire le fait que les gens passent devant la boutique, c'est à tel endroit, c'est un très bon emplacement, etc. Aujourd'hui, les fonds de commerce ont une valeur qui a chuté. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne vont plus dans les bars et aussi beaucoup de gens regardent les avis sur Internet, etc. Et donc parfois, être à un bon emplacement, les gens passent devant, mais un peu planqué derrière, vous avez un autre bar qui a une meilleure réputation que vous, les gens vont aller dans l'autre bar, même s'ils ne le voient pas, parce qu'ils l'ont sur leur carte. Donc la valeur des fonds de commerce a largement diminué. Et si vous comptiez sur la revente de votre fonds de commerce pour votre retraite, vous ne l'aurez pas. Ou en tout cas, vous aurez beaucoup moins que ce que vous imaginez. Donc, le fait de compter sur une revente, prenez ça plutôt pour un bonus. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que, un, la retraite générale, c'est pas le bon plan. Beaucoup de gens disent, et j'y crois pas beaucoup, mais beaucoup de gens disent que le régime des retraites va se casser la gueule. Moi, j'y crois pas, mais je fais tout comme si c'était vrai.
J'organise ma vie comme si ma retraite, j'aurais pas droit. Pourquoi? Parce que si vous y avez droit, vous perdez rien. Vous gagnez votre retraite. Si vous n'y avez pas droit, vous êtes parti du principe que vous n'y aurez pas droit, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, j'organise tout mon plan de vie future sur le fait que je vais avoir pas de retraite. Même si je crois que j'en aurai une. Sincèrement, je pense que le régime de répartition est solide. Voilà, il va y avoir sûrement des ajustements. Elle va probablement être moins élevée que celle des gens qui étaient dans la même situation que moi dans leur carrière et qui ont une retraite aujourd'hui. J'anticipe pourquoi pas une division par deux ou quelque chose comme 75%, mais dans tous les cas, je pense que j'en aurai une, mais je fais comme si j'en aurais pas. Voilà. Et moi, mon activité, je ne vais pas pouvoir la revendre. Donc je vous conseille d'avoir la même attitude vis-à-vis de votre activité. Si vous capitalisez dessus, c'est très bien. Ça vous fera un gros bonus à la fin. Mais partez du principe que vous aurez zéro. Voilà, que votre activité peut couler, que quelqu'un peut vous piquer la place sans vous racheter votre fonds de commerce. Et ça, c'est encore une chose. Hein. Vous voulez vendre un fonds de commerce, très bien. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de créer une entreprise juste à côté de la vôtre, de vous piquer tous vos clients et que personne ne rachète votre fonds de commerce? Moi, j'ai connu une boulangerie comme ça, un boulanger proche de la retraite, une boulangerie qui a ouvert à 20 mètres. Mais personne n'a voulu racheter son fonds de commerce. Ils ont dit, l'autre, il vient d'arriver, d'accord, il n'est pas bien installé, mais les gens le connaissent déjà, et si moi, je rachète la boulangerie d'à côté, bah, je vais payer beaucoup d'argent, je vais m'endetter pour ne pas être sûr que l'autre va pas piquer tous mes clients. Donc, je ne prends pas le risque. Et comme personne n'a voulu prendre le risque, il a fermé sa boulangerie. Et il n'a pas profité du fonds de commerce. Donc attention avec ces idées, partez du principe que vous n'aurez rien. Si vous avez quelque chose, c'est du bonus. Donc comment on fait autrement? Il y a 2 ou 3 techniques. Premièrement, il y a la stratégie de holding. Vous pouvez faire en sorte que votre entreprise soit décorrélée de votre activité professionnelle du moment et que votre entreprise devienne une structure d'investissement et que ces investissements vous rapportent de l'argent plus tard. Ça, c'est une première stratégie. Encore une fois, stratégie de diversification, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ne partez pas du principe que 100% de votre retraite doit être faite comme ça, mais dans certains cas, pour certaines personnes, ça peut être justifié. Qu'est-ce qui peut justifier que vous ayez une stratégie de holding? Vous aimez bien investir dans les boîtes des autres. Ça, c'est mon cas. J'aime bien investir dans les boîtes des autres. J'aime bien filer des coups de main aux gens. J'aime bien analyser les activités des uns et des autres. J'aime bien donner des conseils de rentabilité, donner des conseils de gestion. Et donc, le rôle d'investisseur minoritaire dans une société, c'est quelque chose qui me correspond bien. Donc, je le fais. Voilà. Et j'ai une activité d'investissement dans des entreprises. Voilà. Je n'investis pas des sommes délirantes parce que je ne gagne pas une quantité d'argent délirante, mais j'investis tous les ans quelques milliers d'euros dans les entreprises des autres, en moyenne. Voilà. Ça, c'est une première piste. Et donc, vous avez une structuration juridique à faire. Tout le monde en parle. Vous avez plein de vidéos là-dessus. Je pourrais faire des vidéos là-dessus. C'est une piste. Ça vous rapportera peut-être pas énormément. Ça dépend de votre situation. Si vous avez une entreprise très rentable qui gagne des millions, évidemment, vous pourrez réinvestir ces millions et donc avoir une rentrée d'argent digne de ce nom plus tard. Ou ça peut être une petite activité qui vous permet d'avoir quelques appartements via une SCI et d'avoir à terme, en guise de retraite, les revenus de ces quelques appartements de cette SCI que vous pourrez en plus transmettre à vos enfants d'une manière un petit peu optimisée par rapport à si vous les avez en nom propre. Voilà. Donc ça, c'est une stratégie. Et après, il y a l'investissement dans des fonds de retraite. Moi, je ne suis pas fan de ces trucs-là, des fonds de retraite, parce que vous confiez tout votre argent à quelqu'un. Alors, comme vous avez vu, j'aime bien savoir ce qui se passe, regarder la gestion, etc. J'aime bien fouiner un peu dans les activités dans lesquelles j'ai des positions, des participations. Donc moi, un fonds de retraite à qui je file tout mon argent, qu'il le place, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, et qui à la fin me promet de me verser un intérêt, mais j'en suis pas sûr, ça me plaît pas beaucoup. Après, franchement, c'est mieux que rien. Il y a quand même des protections juridiques là-dessus, c'est quand même
très encadré par l'État. Encore une fois, on critique beaucoup l'État français, mais l'État français protège vraiment l'épargne. Tant qu'il tient la route, il protège l'épargne. Donc, en France, il y a quand même des protections là-dessus. Il y a quand même des garanties. Mais attention, je conseillerais quand même de ne pas mettre tous ses œufs dans ce plan de retraite-là, de même qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le régime de répartition générale. Si vous avez que ces deux-là, c'est peut-être un peu juste. Il y a l'investissement immobilier. Moi, j'investis dans l'immobilier. Voilà, j'ai plusieurs biens immobiliers aujourd'hui. Et je fais un petit peu de location saisonnière. Encore une fois, parce que j'aime bien aussi. J'aime bien louer la maison. Je regarde par la fenêtre parce qu'elle est là. Voilà, elle est de l'autre côté. Donc, donc j'ai tendance à la regarder quand je parle d'elle. Oui, c'est un bon plan si vous avez envie de le faire. Sinon, vous pouvez toujours investir dans de l'immobilier sans le gérer. Voilà, que ce soit en achetant directement des biens et en confiant la gestion à une agence immobilière, ou en participant à une SCI dont vous n'êtes pas gestionnaire, ou des SCPI. Donc les SCPI, c'est juste des SCI plus grandes. Il y a la même distance entre vous et la SCPI, donc il y a le même manque de contrôle que dans les fonds d'investissement. Mais l'avantage, c'est que vous savez déjà que c'est axé vers l'immobilier, c'est toujours encadré juridiquement, et c'est dans des biens qui sont identifiés. Bon, donc vous avez la possibilité d'investir dans l'immobilier sous différentes formes, et investir dans l'immobilier, c'est toujours pertinent. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, vous en avez besoin pour vivre. Quand bien même il y a une chute de l'immobilier, si vous n'avez pas une participation trop importante dans de l'immobilier, c'est pas si grave parce que le coût de votre immobilier à vous va diminuer en même temps que le marché de l'immobilier chute. Donc dans tous les cas, investir dans l'immobilier, quelque chose qui correspond à minima au pourcentage de frais que ça représente votre immobilier à vous, ça vous permet de sécuriser votre résidence. Que vous soyez locataire ou propriétaire, avoir des revenus immobiliers permet de financer le poste immobilier. Donc à minima, je vous conseillerais d'avoir un pourcentage qui correspond à vos charges immobilières en investissement immobilier. Et ensuite, vous avez l'investissement dans tout le reste, sous forme de bourse, d'assurance vie, etc. Et je vous conseille aussi d'en faire. Il y a aussi un point important, c'est la notion de prévoyance. Qu'est-ce que c'est une prévoyance ? C'est une espèce d'assurance qui va vous protéger contre deux situations. Premièrement, le décès. Alors, il ne va pas vous empêcher de mourir, mais il va vous permettre de protéger votre famille du décès. Donc, attention à ça, c'est super important si vous avez, si vous êtes en couple et si vous avez des enfants. Et ça va vous protéger contre l'invalidité. Alors attention, hein, évidemment, on sait bien que les assurances, dans tous les cas, leur rôle, c'est d'encaisser les cotisations et de ne vous verser que si elles sont vraiment obligées de le faire. Donc il y a des petites lignes. On va dire que les cas les plus dramatiques, vous êtes couvert, voilà, vous devenez paraplégique, un truc comme ça, vous êtes couvert par votre prévoyance. Donc la prévoyance, c'est important parce que ça coûte pas très cher. Moi, la mienne, elle me coûte un peu plus de 100 euros par mois. Et elle assure un revenu à ma famille en cas de décès. Mes enfants jusqu'à la fin de leurs études et ma femme. Un revenu qui correspond à mon revenu actuel. Voilà. Donc ça, c'est aussi, c'est pas tout à fait quelque chose lié à la retraite, mais c'est super important de le prendre en compte aussi dans votre calcul. Donc attention, quand vous calculez ce que vous devez gagner, calculez ce que vous devez gagner, plus toutes ces choses dont je vous ai parlé. Donc on va dire, si vous pensez que vous avez besoin de, par exemple, 2500 euros pour vivre, alors il faut peut-être viser plutôt 30% de plus, donc 3200 à peu près. Voilà. Et ça, c'est ce dont vous avez besoin de gagner pour avoir le droit de dépenser 2500 euros par mois. Donc concrètement, comment organiser ça ? Je vais vous donner des pourcentages. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein ? N'oubliez pas. Je vous donne un exemple de moi, ce qui me paraît pertinent. Donc, premièrement, préparer sa retraite, ça peut être acheter votre résidence principale. Moi, je conseille d'avoir la moitié de son patrimoine immobilier maximum dans sa résidence principale. Alors, au début, évidemment, quand vous achetez, c'est souvent le premier bien que vous achetez. Pourquoi pas ? Mais dans tous les cas, prévoyez bien
dans vos budgets, faites des emprunts plutôt courts. Voilà. Faites un emprunt à 15 ans, 10 ans si vous y arrivez, pas des emprunts sur 25 ans. Faites des emprunts plutôt courts et prévoyez que avoir sa résidence principale, c'est une sécurité pour l'avenir et ça vous permet de convertir les dépenses que vous faites en loyer en dépenses d'investissement. Donc vous éliminez une charge. Donc voilà, premièrement, achetez votre résidence principale et vous pourrez changer quand vous aurez fini de la payer ou que vous aurez bien avancé dans le paiement et que votre revenu aura augmenté. Vous pourrez changer, acheter une autre résidence principale et convertir cette résidence principale, soit la revendre, soit la convertir en résidence locative et donc avoir un revenu complémentaire. Donc, premier investissement, moi c'est ce que j'ai fait, je vous conseille la résidence principale. Premier gros investissement. Avant de faire ça, vos premiers revenus, pensez à mettre de l'argent de côté. Mais premier gros investissement, la résidence principale. Combien mettre de côté sur ces revenus? Ça dépend de ce que vous arrivez à faire, évidemment. Si vous êtes en mode survie, avec juste ce qu'il faut pour payer votre loyer, ça va être difficile. Mais si vous êtes en mode survie, le plus important, c'est d'en sortir. D'en sortir le plus vite possible pour dégager de la marge. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à investir plus de 20% de ce que vous touchez, c'est que déjà, vous êtes en mode survie et il faut essayer d'en sortir. Soit en diminuant vos dépenses obligatoires, soit en augmentant votre rémunération. Donc moi, je vous dirais 20-25%, c'est le minimum. Si vous n'arrivez pas à mettre ça de côté, c'est que vous êtes dans une situation qu'il faut changer. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le mettre de côté simplement sur le livret A. Tant que vous n'avez pas 3-4 mois d'avance sur le livret A, mettez de l'argent sur le livret A, c'est très bien. Ça ne vous rapporte pas grand-chose, mais c'est de l'argent de côté. Et ensuite, vous pouvez le placer, par exemple, sur de la bourse. Voilà. Si vous ne savez pas faire de la bourse, vous avez ce qu'on appelle des ETF. C'est des indices qui agrègent un certain nombre d'actions. Donc, plutôt que d'acheter telle ou telle action que vous ne maîtrisez pas, vous achetez un ETF d'un truc relativement solide, qui n'a pas trop de variabilité, qui rapporte un petit peu. Voilà. Ça peut être pas mal, ça rapporte plus que le livret A, sans être trop dangereux si vous restez sur les ETF. Attention, hein, la bourse ça monte et ça descend, vous pouvez tout perdre quand même. Donc faites-en un peu, mais mettez pas tous vos œufs dedans. Mais ça vous permet, on va dire, de vous accumuler un petit trésor de guerre qui va vous permettre de faire votre premier achat immobilier. Ensuite, faites un achat immobilier. Je vous conseille quand même d'avoir plusieurs biens immobiliers, soit en direct, soit via une société. Et assurez-vous d'avoir, sur le long terme, hein, encore une fois, hein, pas votre premier bien, mais faites plutôt des petits emprunts, et d'avoir au moins une résidence secondaire, enfin un investissement locatif, qui peut vous rapporter de quoi payer votre crédit immobilier sur le long terme. Comme ça, vous achetez en permanence votre résidence principale. Moi, je ne fais pas ça parce que j'aime bien ma maison. Puis j'ai beaucoup bricolé dedans, donc c'est ma maison, c'est la mienne. Mais si vous en foutez un peu, vous pouvez changer de résidence principale tous les 10 ou 15 ans. Et en fait, d'un point de vue fiscal, c'est très intéressant de faire ça. C'est très intéressant de faire ça. L'État aime bien que vous fassiez ça et donc il le valorise fiscalement. Donc voilà. Et ensuite, vous avez des produits d'investissement un peu plus exotiques comme les fonds de retraite, etc. Essayez de bien varier un petit peu les choses. Et donc, si vous m'avez suivi, vous allez mettre de côté quasiment la moitié de ce que vous gagnez. Pourquoi? Parce que vous avez l'emprunt de votre résidence principale, on vous dit il faut à peu près 30%. Donc si vous mettez d'un côté 30% dans votre résidence principale et 25% dans des placements divers et variés, vous avez à peu près la moitié de votre revenu qui est placé. Et ça, c'est bien sur le long terme. C'est ce qui va vous permettre, au bout d'une vingtaine d'années d'activité, d'être très confortable. Et quand vous en serez là, soit vous lèverez le pied, vous mettrez en pré-retraite. Moi, j'aime pas les trucs genre FIRE, les mouvements un petit peu où on vous dit bossez comme un taré et arrêtez-vous très vite pour en profiter. Moi, je pense qu'il faut profiter un petit peu tout le long de sa vie. Bosser comme un taré pendant 10 ans, pourquoi pas, mais essayez de profiter quand même un peu de la vie toute votre vie, parce que vous savez pas, elle peut s'arrêter demain. Est-ce que vous avez profité jusqu'ici? Voilà. Un équilibre entre le fait de travailler et le fait de profiter de la vie, c'est important. Faites les deux.
Et par contre, vous avez un bon niveau d'énergie quand vous êtes jeune. Donc travaillez quand vous êtes jeune parce que vous y arrivez facilement tout en pouvant un petit peu profiter de la vie à côté. Et quand vous êtes moins jeune, vous aurez moins d'énergie. Et donc c'est important d'avoir de la marge de manœuvre à ce moment-là. Donc si tout va bien, les moments où vos investissements commenceront à vous soulager de votre vie quotidienne, c'est le moment où votre énergie sera moins bonne et où vous pourrez commencer à lever le pied. Et donc, je donne mon exemple, hein, moi je suis à quasiment 50 heures par semaine. J'espère bien que dans 5 à 10 ans, je serai à beaucoup moins que ça. Où je ferai des activités toujours. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'activités qui m'amusent en guise de travail. Donc c'est moins grave de faire beaucoup d'heures. J'espère que ce sera encore plus des activités qui m'amusent, encore moins des activités où je me vends un petit peu parce qu'il faut remplir le frigo, quoi. Donc c'est à ce moment-là où vous aurez moins d'énergie que vous pourrez lever un peu le pied. Et en fait, dans une perspective entrepreneuriale, moi je suis assez partisan de prendre la retraite tard, mais toujours en ayant cette espèce de courbe où on travaille pas beaucoup au début parce qu'on n'est pas très bon. Ensuite, on a un bon pic de productivité parce qu'on est bon et en plus on a beaucoup d'énergie. C'est un peu là où j'en suis aujourd'hui. Puis ensuite, ça commence à redescendre, on a de moins en moins d'énergie, et puis on a envie de se consacrer à sa famille et tout ça. On va être bien payé, mais travailler moins. Et en fait, travailler de moins en moins tout au long de sa vie. Et donc, voilà, je vous dis des chiffres au pif parce que j'en sais rien, mais peut-être que quand j'aurai 40 ans ou 45 ans, bah, je passerai à 30 heures de boulot par semaine. Et peut-être qu'à 50 ans, je passerai à 25. Et peut-être qu'à 60 ans, je passerai à 10 heures par semaine. Et peut-être qu'à 70 ans, je ferai encore ces 10 heures par semaine. Voilà, moi, c'est un peu l'idéal de vie que je cherche à atteindre. Et donc, bah, quand est-ce qu'on active le régime général de retraite? Là, après, c'est une question d'optimisation. On fait ces petits calculs. Et au moment où on se rend compte que passer à la retraite en ayant une petite activité complémentaire, c'est plus intéressant que de continuer à cotiser en ayant une petite activité et des revenus complémentaires à côté, ben on l'active. Et puis voilà. Donc moi, c'est un peu ma vision de la retraite d'entrepreneur. Donc en synthétisant, comptez pas sur le régime général, même si je crois qu'il va continuer à exister. Deuxièmement, pourquoi pas cotiser à une retraite complémentaire, mais faites attention parce que vous ne savez pas exactement où va votre argent. Quand même maîtriser l'investissement direct, faire un peu de bourse, faire un peu d'investissement immobilier, etc. Pensez à la stratégie de holding si vous avez des revenus conséquents. Et mettez de l'argent de côté tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça le plus important. On verra peut-être un jour comment optimiser ses dépenses. Vous savez, moi j'ai une attitude un petit peu minimaliste. Pas extrémiste, mais quand même, je préfère dépenser moins pour pas avoir à courir après l'argent pour financer mon train de vie. Voilà, je préfère dépenser dans des choses qui me paraissent utiles, importantes, et pas dans des gadgets ou dans de l'amusement immédiat. Je ne pars plus en vacances sur les autres continents. Je l'ai fait une fois, j'ai arrêté. Voilà, parce qu'en fait, je suis super content d'aller en vacances en France. La France, c'est super. Quand j'en aurai marre de la France, il y a l'Italie. Franchement, l'Italie, quoi. Pourquoi aller en Thaïlande? Tellement de choses à faire pas loin. Et bon, moi, je dis l'Italie parce que voilà, j'ai cette appétence pour la culture classique. Mais vous trouverez votre bonheur en Europe. Donc, pas de choses trop tape à l'œil, pas de choses trop délirantes. Une attitude relativement minimaliste, c'est pas mal. Ça évite de courir après l'argent, ça évite de se mettre trop de pression. Vous ne mettez pas trop de pression. Par contre, soyez régulier, soyez rigoureux, c'est important. J'espère avoir répondu à la question. Merci à celui qui me l'a posé. Sur ce, si ça vous a intéressé, mettez un pouce bleu. Si vous pensez que vous allez regarder d'autres vidéos, abonnez-vous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.